Buongiorno, bonjour à tous et toutes, bienvenue. Merci aux participants et merci à Indicom pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je vous rappelle que le webinaire a été pensé pour être interactif et vous pouvez faire les questions à travers la chat et vous aussi pouvez activer les sous-titres avec ces modalités qu'on partage dans la chat. Donc, nous pouvons commencer. Merci encore et Christophe va commencer les slides. Merci Daniela. Bonjour à tous, je suis Christophe Gicold, responsable d'Indicom en France et je vous présente nos interlocuteurs de ce webinaire sur la facturation électronique, plus particulièrement sur les cas d'usage et la piste d'audit fiable. Nous aurons Angela Persano, qui est responsable de l'externalisation chez Indicom, ancienne DAF dans les grands groupes. Nous avons Pascal Lacoste, expert et consultant en facturation électronique depuis une vingtaine d'années, qui a travaillé en dématérialisation EDI pour des grands groupes automobiles, retail et bancaires en France. Et nous avons Lucien Jiménez, ancien inspecteur des finances et grand formateur et expert en matière de facturation électronique. Je vais vous présenter Indicom à présent, rapidement. Donc, Indicom, c'est un acteur de référence en facturation électronique, fondé en 2001. Le premier métier d'Indicom, c'était la gestion électronique de documents. Le second métier, c'est le BPO, donc Business Process Outsourcing, en français, externalisation des processus métiers. Et le troisième cœur de métier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la facturation électronique, car l'Italie est partie bien avant la France en 2014 pour le B2G, Business to Government, donc facturation aux collectivités, au public, et en 2019 pour le B2B, facturation entre les entreprises, que la France lancera donc là maintenant en septembre. Indicom en chiffres, c'est 25 années d'expérience, c'est 5500 clients, dont 500 grandes et moyennes entreprises, et 5000 TPE et PME. C'est 120 personnes spécialisées, c'est 1 milliard de documents archivés numériquement, c'est 20 millions de factures gérées chaque année, donc ça fait environ 135 millions de factures depuis que la réforme est partie en Italie, et ce sont 4 sites, Milan, Paris, Riccione et Rome. Alors, Indicom a été agréé, plateforme agréée, donc l'ancienne PDP, par la DGFiP, par la Direction Générale des Finances Publiques pour la France, et nous sommes en mesure de fournir à nos clients des services de facturation électronique et d'e-reporting également. Nous sommes donc à même de communiquer avec le portail public de facturation, le fameux PPF. Le contenu du webinaire d'aujourd'hui, donc nous allons revoir rapidement les normes européennes et nationales, le calendrier de la réforme, ces deux volets, e-invoicing et e-reporting, le modèle français en Y, les acteurs impliqués, les formats, les sanctions en cas de non-respect, les obligations d'archivage, les 44 cas d'usage, nous nous concentrerons sur les plus fréquents, et la fameuse piste d'audit fiable. Comment activer le service Indicom, les conclusions, les questions-réponses et bien entendu nos contacts. Je vais passer la parole à Angela. Merci Christophe, bonjour. Alors, normes européennes et nationales. La slide, la diapositive que vous voyez, est divisée en deux niveaux. Le toit européen, l'orientation, et les fondations françaises, la mise en œuvre pratique. Pour aborder le cadre réglementaire, nous ne lisons pas cette liste de lois, mais comprenons la logique. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une convergence parfaite entre l'Europe et la France.
Tout commence au niveau européen avec la directive 2014-55 et le projet VIDA. L'objectif de Bruxelles est clair: harmoniser les systèmes, moderniser la TVA et surtout mener une lutte acharnée contre la fraude fiscale à l'échelle communautaire. La France n'a pas attendu. Elle a traduit cette vision politique en obligations concrètes à travers la loi de finances et le Code général des impôts. Mais pour que cela fonctionne, il faut une langue commune. C'est là qu'intervient le dossier des spécifications externes et les normes AFNOR que vous voyez ici affichées. Ce ne sont pas juste des textes juridiques, ce sont les règles du jeu. En pratique, ces normes AFNOR définissent précisément comment un message doit être structuré, comment gérer le cycle de vie d'une facture et comment les API des entreprises doivent dialoguer avec l'administration. Bref, c'est un écosystème ultra normé. Le calendrier. Alors, passons maintenant au calendrier de déploiement de la réforme qui s'articule en deux grandes étapes clés. La première échéance est fixée au 1er septembre 2026. C'est une date cruciale et elle est arrivée pratiquement. Un véritable Big Bang, on peut dire, pour le marché français, car l'obligation de réception des factures électroniques s'imposera à tous les assujettis à la TVA en France, sans exception. Dès cette date, même la plus petite micro-entreprise doit être techniquement prête à recevoir un flux numérique. En revanche, concernant l'émission des factures et la transmission des données via l'e-reporting, l'État a choisi une approche progressive. Le 1er septembre 2026, cette obligation d'émettre et déclarer par voie électronique ne concernera d'abord que les grandes entreprises et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Un an plus tard, le 1er septembre 2027, la boucle se ferme. L'obligation d'émission et de reporting est attendue à l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aux TPE et aux PME. Ce calendrier montre bien qu'il n'y a plus de temps à perdre. Pour les entreprises concernées, anticiper ces échéances avec un partenaire de BPO permet de sécuriser la transition, permet de tester les outils à l'avance et d'éviter l'engorgement des systèmes au moment de la bascule obligatoire. Mais entrons un peu plus dans le détail technique et voyons les deux volets de la réforme. C'est le cœur opérationnel, ça, de la réforme. Et pour bien la comprendre, il faut garder en tête qu'elle repose sur deux piliers indissociables, deux volets qui, effectivement, se complètent pour donner à l'administration une visibilité fiscale totale. En effet, d'un côté, nous avons l'invoicing et de l'autre côté, l'e-reporting. Le premier volet, l'invoicing, est la facturation électronique pure, on peut dire. Elle devient obligatoire pour l'émission et la réception sous deux conditions cumulatives très simples. Premièrement, il faut que l'émetteur et le récepteur soient tous les deux assujettis à la TVA en France, ce qu'on appelle B2B et domestique. Deuxièmement, l'opération doit concerner une livraison de biens ou une prestation de service soumise à la TVA. Mais alors, que se passe-t-il pour toutes les opérations qui sortent de ce cadre? C'est là qu'intervient le deuxième, le reporting. C'est la transmission obligatoire des données des transactions pour tout ce qui n'est pas du invoicing. Cela concerne concrètement deux grands flux, les transactions B2C avec les particuliers et les B2B internationales comme les ventes ou les achats
je pose un exemple avec l'Italie, avec l'étranger en général, et le suivi des données de paiement pour les prestations de services indispensables pour l'État afin de savoir exactement quand la TVA devient exigible au moment de l'encaissement. En synthèse, pour une entreprise, cela signifie qu'il faudra gérer simultanément des flux de factures réelles et des flux de déclaration de données qui sont complémentaires. Le modèle français, les 5 points de contact. Pour comprendre l'architecture technique de la réforme, la France a adopté ce qu'on appelle le modèle à 5 points de contact, ou plus simplement, comme le disait Chris, le modèle en Y. Contrairement au modèle italien, où tout passe obligatoirement par un point central unique, le système français permet aux entreprises de continuer à communiquer via des plateformes privées. Mais suivons le parcours d'une facture de gauche à droite. Le corner 1 est le fournisseur qui émet la facture. Au lieu d'envoyer directement au client, il la transmet au corner 2, qui est sa propre plateforme de dématérialisation, SAPA. Cette plateforme, le corner 2, va acheminer la facture directement au corner 3, qui est la plateforme choisie par le client, soit en direct, soit à travers le réseau européen PayPal que vous voyez en bleu. Enfin, le corner 4 est le client final qui reçoit sa facture prête à être intégrée dans son ERP. Et l'état où se trouve est le corner 5, tout en bas. Et comme vous pouvez voir, est le PPF, le portail public de facturation, géré par la DGFiP. Les plateformes privées, qui sont, je répète, le corner 2 et le corner 3, ont l'obligation légale d'extraire les données fiscales de la facture et de l'envoyer au PPF et d'envoyer aussi l'e-reporting dans les cas prévus. L'État, donc, ne voit pas passer la facture commerciale complète en temps réel, mais il reçoit toutes les données nécessaires pour faire le contrôle de la TVA. Je me permets d'ajouter que ce modèle offre bien sûr de la flexibilité, mais il multiplie aussi les intermédiaires et les connexions techniques. Et donc, il faut que la plateforme agréée soit bien compétente pour mettre en relation tous ces points. Les acteurs. Comme je l'ai déjà dit, on a la plateforme agréée, la ex-PDP, qui est le prestataire immatriculé par la DGFiP, qui est le seul habilité à dialoguer avec la plateforme centrale. Et le concentrateur, qui est le PPF, le portail public de facturation. Les SC, qui sont les solutions compatibles, on l'appelait auparavant les SODE, opérateurs de dématérialisation. Ce sont toutes les outils informatiques du quotidien des entreprises. Par exemple, vos ERP, vos logiciels de comptabilité ou de facturation. Et ces solutions aident bien sûr à produire et à gérer les factures. Mais les SODE ont une limite majeure. Elles ne sont pas accréditées par l'État, ne sont pas une plateforme agréée. Et cela signifie qu'une solution compatible ne peut pas dialoguer directement avec le portail public de facturation. Pour que les factures soient conformes et transmises à l'administration, la solution compatible, disons, doit obligatoirement se connecter à la plateforme agréée. Un autre focus important est l'annuaire. Il s'agit d'un élément absolument central du système. Pour faire simple, l'annuaire est le cerveau
de toute la réforme. C'est un grand répertoire national unique et centralisé ed è géré directement au sein du portail public de facturation. L'annuaire rassemble 3 informations capitales pour chaque entreprise française. D'abord, son identité est unique grâce au numéro SIREN et SIRET. Ensuite, l'adresse électronique de facturation de l'entreprise, mais surtout l'information indispensable est la plateforme agréée qui est associée à l'entreprise. Parce que ça, c'est ce qui permet de savoir par quelle plateforme privée passe le client. Mais à quoi ça sert concrètement au quotidien? Ces fonctions principales sont cruciales. D'abord, il y a la vérification de l'identité. Et fini les erreurs sur les destinataires, le système valide instantanément que l'entreprise existe. Le routage des factures, et en effet, c'est grâce à l'annuaire que la plateforme du fournisseur sait exactement à quelle plateforme partenaire envoyer la facture. Le routage est automatisé. Et enfin, il y a l'interopérabilité et la mise à jour continue. L'annuaire garantit que tout l'écosystème parle la même langue en temps réel, même si une entreprise décide de changer de fournisseur informatique ou de plateforme. En conclusion, l'annuaire, on peut dire que élimine le risque de perdre une facture. Les formats. Abordons maintenant un sujet purement technique mais essentiel, les formats de facturation. Contrairement à d'autres pays qui ont imposé un format unique, la France a fait le choix de la flexibilité. Les entreprises françaises auront le choix entre 3 formats différents. Et les 3 formats sont strictement compatibles avec la norme européenne UN 16931. Premier format, UBL 2.1, Universal Business Language, un format structuré, très répandu à l'international. Le deuxième est le C2I, Cross Industry Invoice, un autre format standard de données structurées. Et enfin, le troisième, qui est très attendu, qui est le format FactureX. C'est un format particulier, c'est hybride, et concrètement, pour les humains, c'est un simple document PDF lisible, mais il contient, embarqué à l'intérieur, un fichier XML avec toutes les données structurées pour la machine. C'est le compromis parfait, je peux dire, pour les petites et pour les moyennes entreprises. Mais la règle d'or de cette slide se trouve en bas à la fin. Chaque PA, chaque plateforme agréée, doit obligatoirement être en mesure de traiter et de traduire tous les 3 formats, pratiquement. OK, et venons aux pénalités, parce qu'il y en a. Et il faut savoir que le Parlement français a posé un cadre légal très strict via la loi des finances 2022 qui encadre l'introduction progressive de la facturation électronique. Ce n'est pas une simple recommandation. Des sanctions financières réelles s'appliquent en cas de facturation émise ou émise de façon de manière irrégulière. Et regardons en détail ce qui est prévu pour les assujettis. D'un côté, pour le flux de e-invoicing, le fait de ne pas émettre une facture au format électronique entraîne une amende de 50 € par facture. Cette amende est plafonnée à 15 000 € par année civile. De l'autre côté, pour le e-reporting, le non-respect de l'obligation de transmission des données est sanctionné à hauteur de 500 € par transmission, avec toujours ici le plafond de 15 000 € par année civile. Mais ce n'est pas tout. La loi prévoit un mécanisme d'escalade si le manquement persiste dans le temps.
Une première amende forfaitaire de 500 € est appliquée si l'entreprise ne régularise pas sa situation. Si l'inadéquation persiste après un nouveau délai de 3 mois, l'amende passe à 1 000 €. Enfin, une nouvelle amende de 1 000 € s'ajoutera pour chaque période supplémentaire de 3 mois. Mais il y a une autre norme très importante, la mise en demeure. Ça signifie qu'il y a 3 mois pour se mettre en conformité dans le cas où on n'a pas encore émis les factures. C'est une période de grâce, je peux dire. Mais après cette période, si est toujours non conforme, on commence avec les amendes et on commence avec 500 €. 500 € qui deviennent 1 000 € tous les 3 mois et si ça persiste. En conclusion, on peut dire que le risque financier est double. Il y a le coût direct des amendes par facture, mais il y a aussi le risque de voir ces pénalités s'accumuler et augmenter pendant tous les trimestres. Et je fais ma conclusion avec l'obligation d'archivage. Et il faut bien comprendre que l'exigence de conservation des documents numériques n'est pas nouvelle. Les premières règles, en effet, remontent aux procédures de CFI, c'est-à-dire le contrôle fiscal informatisé, quand l'administration fiscale française a été déjà, à partir de là, très attentif à la traçabilité des données. En 2013, avec l'introduction de la PAF, de la piste d'audit fiable, l'obligation de conservation a été attendue. Il ne suffit plus de garder la seule facture, il faut conserver tous les documents qui justifient le processus de contrôle et que lient la facture à la livraison des biens ou du service. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la facturation électronique, le cadre réglementaire s'est renforcé, je peux dire. Le texte officiel de référence fiscale, la BOI, régit le maintien de 3 exigences absolues pour chaque document informatique. L'intégrité, facture pas modifiable, l'authenticité, la certitude de l'origine de l'émetteur et la lisibilité. Le document doit rester lisible dans le temps, tant par l'homme que par la machine. De plus, ces règles fiscales s'adaptent désormais aux nouvelles exigences de cybersécurité et d'identité numérique imposées par les normes européennes NIS2 et EIDAS. Enfin, sur le plan pratique, retenez que les factures doivent être conservées pendant une période allant de 6 à 10 ans. Merci beaucoup, Angela. C'était très clair. Je vais passer la parole pour les cas d'usage à Pascal Lacoste. Bonjour, donc on va parler des 44 cas d'usage. Donc les 44 cas d'usage sont définis, spécifiés dans un document qui s'appelle la norme XP Z12014, donc publié par l'AFNOR. Donc ça recense l'ensemble des cas d'usage spécifiques dans le cadre de la réforme. Donc ce sont des cas de facturation particuliers qui nécessitent soit des données complémentaires, soit des processus de traitement particuliers pour pouvoir être traités. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette norme 012 il y a aussi les cas d'usage nominaux. Donc ça, c'est pour le traitement des factures entre guillemets normales. Et quelle est la conduite à tenir si jamais votre facture, elle fait l'objet d'un rejet de la part d'une PA, si elle est refusée par le client. Donc ça indique tout le processus de traitement que vous allez devoir suivre. Par exemple, une facture qui est rejetée par une PA, parce qu'elle n'a pas respecté les contrôles réglementaires, elle ne respecte pas les contrôles réglementaires, vous avez l'obligation
d'annuler comptablement la facture via un avoir interne, réémettre une nouvelle facture corrigée avec un nouveau numéro. Voilà, donc tous ces cas-là sont définis dans la norme Z12012 dans le document cas d'usage nominal. Ici, on va traiter des cas d'usage spécifiques. Donc, on a 44 cas d'usage. Alors, c'est très important. Alors, on ne va pas tous les citer au cours de ce webinaire. Par contre, ce qui est important pour vous, c'est d'identifier quels sont les cas d'usage pour lesquels vous allez être concerné en émission. Donc, voilà, en tant qu'émetteur de facture, quels sont les cas d'usage pour lesquels vous allez être concerné, et donc bien suivre quelles sont les données que vous allez devoir renseigner, quels sont les processus que vous allez devoir appliquer. Mais aussi, il faut bien identifier les cas d'usage pour lesquels vous allez être concerné en réception. Donc, quels sont les cas d'usage que vos fournisseurs sont susceptibles de vous envoyer pour pouvoir ensuite les traiter convenablement. Donc là, on va faire un focus sur les cas d'usage les plus fréquents, les plus courants. Je vous propose de commencer déjà par le cas numéro 2, donc facture déjà payée. Donc voilà, vous vendez à un professionnel et puis, par exemple, via un site internet, et puis le client paye comptant. Donc vous allez devoir émettre une facture déjà encaissée. Donc pour cela, vous allez devoir indiquer que le TTC est égal au montant déjà payé. Donc, le BT 113 est égal au BT 112. Donc, net à payer, le montant déjà payé est égal au TTC de la facture, ce qui signifie que nécessairement le net à payer est égal à 0. Par ailleurs, si vous êtes sur les encaissements, donc si vous devez déclarer la TVA sur les encaissements, donc vous avez l'obligation d'émettre dans la foulée un statut encaissé pour signifier que vous avez été réglé, que par ailleurs la TVA devient donc exigible. Les cas 5 et 6 concernent les frais de collaborateurs. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans les sociétés. Donc, le collaborateur fait un achat en magasin, etc. Alors, il y a deux possibilités. Soit il est en mesure de récupérer une facture, enfin, le fournisseur est en mesure de faire une facture au nom de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que là, le collaborateur, il devra donc indiquer le SIREN de l'entreprise, l'adresse électronique de facturation sur laquelle le fournisseur doit émettre sa facture, et la facture passe par le circuit invoicing. Si le fournisseur n'est pas en mesure d'émettre une facture au nom de l'entreprise, par exemple, il est allé acheter un disque dur chez Auchan, là, il va avoir un ticket de caisse. Donc là, on n'est plus sous le régime on n'est plus sous le volet invoicing, on est sous le volet e-reporting. Donc Auchan, lui, va déclarer la vente dans le cadre du reporting B2C. Et le salarié va tout simplement traiter sa note de frais comme aujourd'hui. Donc il va l'envoyer à sa société, qui va conserver le ticket et qui va ensuite rembourser le collaborateur et déduire la TVA qu'il a payée. Le cas 28 concerne les notes de restaurant. Alors, il y a une tolérance particulière en matière de notes de restaurant. Donc, en dessous de 150 €, le restaurateur n'est pas obligé de vous transmettre une facture. Donc, il peut vous transmettre une note de restaurant. Mais par contre, au-dessus de 150 €, il faut nécessairement une facture au nom de l'entreprise si vous souhaitez déduire la TVA. Donc, de deux choses l'une, ou le restaurateur est en mesure, sur le moment même, de vous transmettre, d'émettre une facture électronique depuis son outil de caisse. Donc là, pareil, il faudra lui indiquer le SIREN de votre entreprise, l'adresse électronique de facturation dédiée à la gestion des notes de restaurant si jamais il existe une adresse spécifique. Et ensuite, la facture arrivera sur la PA, elle passera par la PA du restaurateur qui ensuite l'enverra à votre PA. Le deuxième cas, c'est si le restaurateur n'est pas en mesure de produire une facture immédiatement, il a la possibilité d'émettre une facture électronique a posteriori avec un cadre de facturation S7. Donc, ce qui signifie que cette facture a déjà été traitée en B2C
mais par contre, ça vous permettra, vous, de déduire la TVA. Autre cas très fréquent, c'est les cas 20 et 21. Alors, c'est des cas qui sont quand même assez importants. C'est tout ce qui concerne les factures d'acompte et les factures finales. Donc, pour rappel, les factures d'acompte, donc aussitôt que vous percevez un acompte, ça doit être matérialisé par une facture d'acompte. La facture d'acompte, sur les factures d'acompte, la TVA est exigible à l'encaissement, que ce soit pour une livraison de biens ou de services. Donc, une facture d'acompte a un code type bien spécifique, c'est le numéro 386. Et donc là, vous indiquez, vous faites votre facture d'acompte avec ce code type. Et ensuite, vous devez faire une facture finale, donc une fois que la totalité du bien ou du service a été réalisée. Donc, il faut faire une facture finale qui va reprendre toutes les acomptes qui ont été versés. Donc ça, c'est un point qui est très important. La norme, elle spécifie bien la façon dont vous devez produire les factures d'acompte et la facture finale. Autre cas qui peut vous concerner et qui sont un peu plus complexes, donc c'est tout ce qui est affacturage. Donc beaucoup de fournisseurs, beaucoup de sociétés, lorsqu'elles ont des besoins de trésorerie, font appel à des facteurs. Donc en fait, la facture est émise, mais le bénéficiaire, celui qui va être réglé, ce n'est pas le vendeur, mais c'est le facteur. Et le facteur, lui, règle dès l'émission de la facture le vendeur. Donc, le facteur doit être mentionné dans la facture. Donc, il y a une partie qui s'appelle bénéficiaire, avec un code particulier pour indiquer que c'est un facteur. Par ailleurs, il faut bien indiquer dans les mentions qu'il y a une subrogation. Donc, la facture a été cédée. Alors, ça, c'est quand il s'agit d'un facteur qui est connu au moment de l'émission. Ça peut aussi, il arrive aussi que vous fassiez appel à un facteur après l'émission de la facture. Dans ce cas-là, vous avez possibilité d'informer le client que vous avez cédé cette facture à un facteur via un statut de traitement. Alors après, il y a différents types d'affacturage. Il y a de l'affacturage simple, de l'affacturage confidentiel. Tout cela donc peut être géré via des statuts de traitement spécifiques. Autre cas qui peut se produire, donc qui est très fréquent d'ailleurs dans le monde des travaux du bâtiment, c'est la co-traitance, sous-traitance avec paiement direct. Donc il y a un titulaire du marché, donc qui a remporté un appel d'offres. Donc c'est le titulaire du marché et il a déclaré des sous-traitants. Donc vous, par exemple, donc vous émettez votre facture F1, donc avec éventuellement de l'autoliquidation, donc auprès du titulaire. Le titulaire va viser la facture, va dire c'est bon, c'est OK. Vous avez la possibilité de procéder à la demande de paiement direct via un message CEDA, donc via un statut de traitement, un cycle de vie, avec un code particulier qui est le code 224. Donc vous envoyez ce cycle de vie à la fois au titulaire et au client final pour qu'il puisse procéder ensuite au paiement de votre facture. Le titulaire, lui, va émettre une seconde facture qui va reprendre l'ensemble des prestations que lui a réalisées, mais également les vôtres. Par contre, le montant à payer sera déduit des montants qui auront été payés directement par l'entreprise finale auprès du sous-traitant. Autre cas fréquent dans certains secteurs, notamment dans le monde, la grande distribution, dans le secteur agricole, un peu dans le monde de la téléphonie également, c'est l'autofacturation. Donc là, c'est l'acheteur qui émet la facture pour le compte du vendeur. Donc là, ces factures sont identifiées par un code spécifique, un code type de facture spécifique, donc 389 quand il s'agit d'une facture, 261 s'il s'agit d'un avoir. Et là, la facture va passer par la PA de l'acheteur, donc c'est lui qui va émettre la facture pour le compte du vendeur. Elle va passer les contrôles réglementaires et ensuite elle va être transmise à la PA du vendeur.
Et là, il y a possibilité pour le vendeur d'émettre des statuts de traitement comme s'il était un client. Donc là, toute la gestion des statuts de traitement est inversée. Donc il a la possibilité d'accepter la facture, enfin de l'approuver, de la refuser, de la mettre en litige, etc. Autre cas, alors ça c'est un cas très particulier, c'est le cas des factures multivendeurs. Donc c'est par exemple les distributeurs d'eau. Donc sur une facture, il y a leurs prestations, mais il y a également les prestations réalisées par d'autres sociétés. Donc le cas d'usage 39 permet de traiter ce cas-là. Donc sur la facture, il y a à la fois donc le fournisseur d'eau, mais il y a également le fournisseur qui s'occupe de l'assainissement, etc., etc. Tout ça sur une même facture. La facture, elle est envoyée à l'APA en émission, qui va ensuite extraire pour chacun des vendeurs identifiés sur la facture un flux 1 pour le transmettre à l'administration, à la PPF, qui va ensuite le transmettre à la DGFiP. Donc c'est un cas très particulier, mais qui se présente beaucoup, notamment dans le secteur de l'eau, de l'électricité, etc. Autre cas pour lesquels vous pouvez être concerné, alors soit en émission, soit en réception, c'est le cas numéro 30, donc TVA déjà collecté. Donc c'est quelque chose qui va arriver souvent. Alors moi j'ai des exemples, effectivement, par exemple dans la téléphonie, où ils savent pas trop si ce sont des particuliers ou si ce sont des entreprises, notamment des sociétés, comment on appelle ça, sociétés type enfin des petites sociétés. Donc du coup, ils vont traiter ces sociétés sachant pas si c'est des particuliers de sociétés, ils vont le faire comme si c'était du B2C. Donc il va émettre une facture B2C et elle va être déclarée dans le reporting. Si ensuite le client se déclare comme étant une société, et donc il souhaite recevoir une facture B2B pour pouvoir déduire la TVA, donc il a la possibilité de demander auprès de son fournisseur une facture B2B. Donc là, le fournisseur va émettre une facture avec un cadre de facturation particulier, qui est le cadre de facturation B7S7, ce qui permettra à l'administration de savoir que cette facture a déjà fait l'objet d'un traitement en B2C. Et donc, par conséquent, la TVA a déjà été collectée. Par contre, ça servira donc à l'acheteur pour déduire sa TVA, chose qu'il ne peut pas faire avec une facture B2C. Par exemple, alors là, l'exemple est assez parlant, c'est-à-dire que voilà, le fleuriste prend une commande, il pense que c'est un particulier, donc il émet une facture B2C, et puis en fait, le client s'avère être un hôtel, et l'hôtel, lui, réclame une facture B2B. Et bien dans ce cas-là, le fleuriste va émettre une facture avec au nom de l'hôtel, avec tout ce qu'il faut, le SIREN, l'adresse électronique de facturation, etc. Et il mettra un cadre de facturation B7S7, ce qui permettra à l'administration de savoir que c'est une facture qui a déjà fait l'objet d'un traitement B2C et que la TVA a déjà été collectée. Et enfin, le dernier cas, donc c'est le régime de la marge bénéficiaire. Donc là, la TVA, elle ne porte pas sur le prix de vente du bien, mais sur la marge, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc le taux de TVA s'applique, la TVA s'applique sur cette marge. Donc, pour des raisons de confidentialité, les factures, voilà, on indique ce type de fournisseur n'indique pas le prix d'achat, la marge et le prix d'achat du véhicule. Donc, ça sera il y aura juste un montant TTC au niveau des lignes avec une catégorie de TVA exonération de TVA. Et ensuite, donc bien entendu, dans le flux 1, donc le flux qui partira auprès de l'administration fiscale, il n'y aura pas de TVA indiqué. Donc le pré-remplissage sera erroné et en fait, le vendeur devra corriger sa déclaration dans le CA3. Donc c'est par exemple les agences de voyage, les vendeurs de véhicules d'occasion, donc ils achètent un véhicule d'occasion, ils le revendent. Voilà, donc ce sont ces types de sociétés qui sont concernées. Alors vous, c'est important de voir dans quel cas effectivement vous vous situez. Donc, alors là, on a quelques petits exemples. Donc, vos collaborateurs, vous-même, vous avancez des frais pour l'entreprise. Donc là, on se situe dans les cas d'usage 5 et 6.
Donc, deux cas, soit une facture a été émise au nom de l'entreprise, et là, on est dans le volet invoicing. Donc, vous allez recevoir la facture par votre PA. Le fournisseur n'est pas en mesure de faire une facture, donc vous avez un ticket donc au nom du salarié ou un ticket tout simplement. Et dans ce cas-là, le fournisseur déclarera lui la TVA à travers son e-reporting, et vous, vous allez conserver ce ticket et déduire la TVA dans le CA3. Alors il y aura un petit décalage dans la déclaration de TVA pré-remplie, mais ça c'est prévu par l'administration. Autre point, donc ce qu'on a vu, est-ce que vous facturez des acomptes avant livraison ou avant que la prestation soit complètement réalisée? Donc là, vous êtes dans les cas 20 et 21, donc 20 pour les factures d'acompte, donc avec un code type de facture particulier 386, plus une facture finale qui, elle, a un cadre de facturation spécifique. Ce qui est important à retenir, c'est que dans tous les cas, la TVA est exigible à l'encaissement, que ce soit de la livraison de biens ou de la prestation de services. Alors, il y a un ensemble de cas d'usage qui font intervenir des tiers, donc tiers payeurs, agents d'acheteurs, etc. Donc, c'est les cas 3, 11 et 15. Si vous travaillez avec un facteur, donc on a vu les cas 8, notamment pour les factures qui font l'objet d'un affacturage. Si vous êtes sur des marchés de type bâtiment, etc., et que vous avez de la co-traitance ou sous-traitance, avec admission au paiement direct, c'est les cas d'usage 13 et 14. Et enfin, si vous faites de la facturation auprès d'assujettis, d'entités juridiques non assujetties en France, donc vous êtes concerné par le reporting B2B international. Alors, il y a le reporting des acquisitions et le reporting des ventes. Et tous ces cas-là sont explicités en détail dans le cas d'usage numéro 43. Donc ici, donc 3 situations au quotidien qui vont changer avant et après la réforme. Donc les notes de restaurant, donc supérieures à 150 €. Donc là, autrefois, le restaurateur émettait une facture papier, le client scannait la facture, la donnait en compta. Demain, pour les factures supérieures à 150 €, les factures devront nécessairement passer en électronique, donc via les PA. Vous devrez indiquer au restaurateur votre sirène, votre adresse électronique de facturation. S'il n'est pas en mesure de l'émettre immédiatement, il vous fournira une facture ultérieurement, avec un cadre de facturation S7 indiquant à l'administration que la TVA a déjà été collectée. Si c'est inférieur à 150 €, il y a une tolérance. Vous pouvez la traiter comme vous la traitez aujourd'hui. Un collaborateur qui avance un déjeuner, le salarié paye et récupère le ticket. Donc il joint le ticket à sa note de frais et se fait rembourser. Ça ne change pas de ce côté-là. Donc la facture, si elle est au nom de l'entreprise, donc ça passe par du invoicing. Si elle n'est pas au nom de l'entreprise, côté émetteur, ça passera via le reporting. Et vous, en tant qu'entreprise, vous avez la possibilité de déduire la TVA selon les règles actuelles. Affacturage après émission, donc là, comment ça se passait, c'est que le vendeur informait son client du changement de compte bancaire par courrier ou par email. Demain, il y a possibilité, via un cycle de vie, d'informer l'acheteur du changement de bénéficiaire et donc de joindre dans le cycle de vie les nouvelles coordonnées bancaires et les informations concernant le facteur. Donc ça, c'est le code 225. Et si vous souhaitez un affacturage confidentiel, dans ce cas-là, vous utilisez un statut 226. L'acheteur n'est pas informé, il y a juste les coordonnées bancaires qui changent. Voilà pour les cas d'usage. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, ce qui est vraiment important, c'est d'identifier quels sont les cas d'usage pour lesquels vous êtes concerné en émission et en réception. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Pascal. C'était très clair et très complet. Un grand merci.
Et donc, nous passons la parole à Lucien Jiménez. Merci Chris. Donc, comme avait présenté lors de la présentation la PAF qui est apparue en France donc en 2013, elle est issue, il faut le voir, d'une directive européenne, donc 2010 UE 45, qui avait comme vocation de traiter de la TVA et de la facturation électronique. Et entre autres, elle essayait, on va dire, de fortifier, de renforcer la lutte contre la fraude en rendant la fraude plus compliquée et en mettant en œuvre des moyens techniques ou la PAF. Donc les moyens techniques, c'est l'EDI fiscal. C'est un peu ce qu'on vit actuellement avec la facturation électronique en message structuré, mais ça existait déjà depuis les années 90. La signature électronique qualifiée. Et donc, pour tout ce qui n'était pas anciennement donc EDI ou signature électronique, la mise en place d'une piste d'audit fiable par les entreprises elles-mêmes, ce qu'on appelait en anglais les business controls, la mise en place en interne de contrôles qui établissent cette piste d'audit fiable, qui rend donc les choses plus compliquées pour des fraudeurs. En l'occurrence, ça consiste à mettre en place ces contrôles de manière à pouvoir, au stade de l'émission comme au stade de la réception, tracer l'intégralité des opérations économiques. L'objectif est vraiment de permettre de prouver la validité des factures, mais aussi la réalité des opérations économiques sous-jacentes, éviter des factures fictives, des fausses factures, et de générer justement un contrôle fiscal interne, ce qu'on appelle ces fameux contrôles établissant des pistes d'audit fiables, acronyme CEPAF. Prochain slide. Alors, quels sont les éléments requis pour qu'une piste d'audit fiable soit valide? Alors, d'abord, 3 points importants. C'est ce qu'on appelle les exigences AIL, l'authenticité de l'origine de l'émetteur. Évidemment, il s'agit d'être bien sûr qu'on a affaire à des entreprises existantes. L'intégrité du contenu, l'intégrité de la facture, donc le caractère non modifiable d'une facture, et la lisibilité de la facture. Alors là, c'est que même si vous avez une facture qui est par exemple en structuré, en C2I ou en UBL, il faut toujours garder avec une facture un document lisible à l'œil nu, ce qu'on appelle ça peut être un PDF, voilà, qui permet de dire, ben voilà, cette facture est lisible en cas d'audit, en interne ou externe. Donc, important, ces principes doivent être présents tout au long de l'existence, on va dire, du processus, c'est-à-dire de la genèse, de l'émission de la facture, jusqu'à la fin de sa conservation, période de conservation de ces documents. Comment mettre en place une piste d'audit fiable? Alors, cette mise en œuvre de la piste d'audit fiable va évidemment déjà dépendre de la typologie, de la taille de l'entreprise. On va être moins exigeant pour des toutes petites entreprises. Les micro-entreprises peuvent ne pas avoir une documentation écrite et expliquer éventuellement au contrôleur fiscal, à la DGFiP, verbalement les choses. Ce qui est parfois compliqué, parce qu'imaginez en cas de contrôle fiscal, être obligé d'expliquer verbalement à un auditeur ce que vous avez fait, posteriori, sur 3 ans en arrière, voire plus si c'est l'archivage. Donc pour les moyennes et grandes entreprises, de toute façon, là, il faut vraiment mettre en place une documentation écrite. Chaque année, chaque fois qu'il y a des changements. Donc contrôler évidemment les différents circuits, mettre en place différents contrôles afin de se conformer vraiment à ce cadre. Donc, c'est également un système économique comparé à des processus tels que le DI fiscal ou de la signature électronique. C'est quelque chose qui dépend de vous. Aujourd'hui, les entreprises utilisent à la fois des flux de travail papier et numérique. Donc, on peut, par exemple, on vous envoie une facture numérique, vous allez l'imprimer et sur ce papier, document papier, vous allez commencer à mettre des rédactions, dire que vous avez contrôlé ça, testé ça. Vous créez d'une certaine manière un nouveau document qui lui-même devra être conservé. Donc les process peuvent d'une certaine manière complexifier les éléments à conserver et à traiter dans cette traçabilité de la piste d'audit fiable. C'est pourquoi il est important aussi de centraliser tous ces documents et ce qui peut être fait donc en partie grâce à l'automatisation, totale ou partielle. Il y a évidemment des gens comme Indicom
qui s'occupe de ce travail important, comme l'a dit Chris en introduction. Donc, assurez-vous toujours que votre système d'information permette de reconstituer l'intégralité du processus de facturation par ordre chronologique, de bien garantir que la facture émise ou reçue reflète une transaction réelle et justifiée, je dirais, et justifier toute opération avec des pièces justificatives. C'est-à-dire, il faut vraiment garder la traçabilité intégrale de tous les documents pouvant se rattacher à une opération économique. Alors, les exigences fiscales en matière de PAF. Alors, elles varient encore une fois, comme on l'a dit, en fonction de la taille, du volume des factures. Les TPE peuvent se contenter de contrôles, comme on l'a dit, manuels. Les grandes entreprises, ETI, grandes entreprises, PME, devront utiliser des processus plus exigeants afin de stocker, archiver, retracer de manière très détaillée, complexe, y compris les traitements automatisés qui sont faits. Ce n'est pas que le document lui-même, mais tous les processus qu'on va appliquer à ces documents, y compris les traitements. Par exemple, quand on génère une facture, il faut garder ce qu'on appelle les données élémentaires et l'algorithme qui a permis de générer la facture. Or, les sanctions peuvent être importantes en cas de non-respect. La première chose, c'est que une facture entrante, on peut contester cette TVA. Si vous ne justifiez pas d'une certaine manière de l'existence de la mise en place de contrôle, la TVA peut être contestée. Alors, pour la facture sortante, il y a des pénalités qui sont prévues, donc 50%, mais il faut bien comprendre que l'intérêt est de pousser les entreprises à mettre en place des contrôles et à pouvoir, évidemment, justifier de la réalité de la TVA déductible et de la réalité aussi de la bonne application des règles de gestion. On l'a vu avec les cas d'usage. Si vous appliquez une TVA sur la marge, il faut pouvoir justifier que c'est par exemple un bien d'occasion. Sinon, on appliquerait une TVA sur la marge sur un bien qui n'est pas d'occasion. Donc tout ça, ça se trace, ça se conserve, ça justifie et ça s'archive. Alors, quels sont les avantages d'une PAF? Alors, l'avantage de la PAF, c'est d'abord c'est que c'est un faible coût puisque c'est une mise en œuvre généralement interne. Bien entendu, on peut s'appuyer sur son expert comptable, son conseil juridique. C'est du traitement interne. C'est pas l'administration qui va faire ce travail de mise en place des contrôles. Donc, c'est vous qui choisissez les bons contrôles et ceux qui sont adaptés à votre business, à votre activité économique. Et la préparation, on anticipe d'une certaine manière aussi les risques de contrôle, puisqu'on prépare tout ça en autodiscipline. Enfin, la mise en place de la réforme avec la piste d'audit fiable reprend de la valeur avec cette réforme de la facturation électronique, puisqu'on intercale maintenant, comme l'a montré dans son schéma, 5 corners, 5 points, Angela, on a ces plateformes qui viennent maintenant s'interposer entre l'émetteur et le récepteur, le fournisseur et le client. Donc, il y a une partie de la piste d'audit fiable qui est forcément déportée sur la plateforme et les plateformes agréées vont donc et devront, c'est écrit dans les décrets, contribuer à cette PAF pour l'ensemble des processus de facturation qui transiteront par les PA. Ce qui est d'ailleurs le cas, Indicom, la PA, parfaitement intégré cette obligation et pourra restituer ces éléments-là à chacun de ses clients. Cela implique donc une mise en place d'une traçabilité et la restitution d'une partie de la documentation PAF qui se passe dans la sphère PA à l'ensemble des clients. Merci beaucoup, Lucien. Très clair également, très complet. Donc, comment activer le service Indicom? Donc, notre offre de service, on s'interface avec le système informatique du client, quel qu'il soit, l'offre de service avec solution. Donc, c'est une activité réalisée par notre service informatique. L'approche projet, donc l'optimisation des processus manuels, on est capable de les automatiser avec des logiciels ad hoc et mise en place de solutions technologiques. Quand je parle de cela, je pense notamment au rapprochement 3 voies
rapprocher la facture du fournisseur avec le bon de commande et le bon de livraison. On est très très bon là-dedans et on fait gagner beaucoup de temps et d'argent à nos clients. Le capital humain, nos effectifs, donc nous utilisons des systèmes modernes, mais nous avons des personnels très qualifiés également pour répondre aux besoins de nos clients. Nous avons l'habitude de la flexibilité avec un œil critique et compétent. C'est nos 25 années d'expérience. L'exactitude et la rapidité, c'est notre ADN pour la mise en place du service Indicom chez vous de la façon la plus appropriée afin d'atteindre les objectifs que nous nous serons fixés de réduction de coûts et d'optimisation. Vous l'avez compris, les données, c'est un élément central. Donc, les données, la data, c'est un élément vital pour une entreprise. Nous les intégrons donc en les automatisant et nous prenons soin de ces données qui sont les vôtres. Nous les collectons avec exactitude, les présentons toujours avec clarté et les interprétons surtout avec expertise. Alors, nous allons passer aux questions. Il y a une question qui est arrivée que je vais poser à Lucien. Est-ce qu'un particulier qui fait de la LMNP, donc la location meublée saisonnière de biens immobiliers, doit se connecter doit souscrire à une PA à partir du 1er septembre 2026? Alors, a priori, à partir du moment où il a opté pour la TVA, donc OK. il est dans un système de TVA et qu'il a une activité, donc par exemple, il voudrait déduire de la TVA sur les travaux qu'il fait, sur les investissements, les réparations et tout, il devient assujetti à la TVA. Donc c'est un BI dans ce cas, évidemment, il est également obligé de choisir une PA. Voilà. Il a un sirène, hein, donc là, la question, j'avais Ouais. oublié, il a un numéro de Oui, sirène, il a un évidemment. sirène Donc, parce qu'il ouais. il a un Parce sirène qu'il est parce qu'il a assujetti, ouais. c'est une opération professionnelle, donc c'est considéré comme une activité professionnelle. Et si en plus il est soumis à la TVA, c'est pas un secteur exclu OK, de la TVA. très Voilà. très bien. Alors ceux Alors, qui seraient exclus, c'est les gens qui feront par exemple, si maintenant je suis un particulier qui fait que du revenu foncier, d'accord? Je fais pas de la LMNE, de la location meublée non professionnelle, mais je suis juste en revenu foncier, d'accord? Là, les gens qui sont en revenu foncier, qui sont hors du circuit TVA, ne sont pas considérés comme des assujettis TVA. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de sirène. OK. OK. Je fais Une- juste la différence entre les deux ouais, régimes. merci beaucoup. Merci, Lucien. Une question pour Pascal. Les entreprises étrangères non immatriculées au registre du commerce des sociétés, mais disposant d'un numéro de sirène, pour les enjeux déclaratifs, sont-elles obligées de souscrire à une PA en septembre 2026? Donc, entreprises étrangères non immatriculées au RCS, mais disposant d'un sirène. Question compliquée, hein, mais technique, mais intéressante. Ton micro est coupé, Alors, Pascal. oui, Ouais. si vous Ouais. faites des opérations qui effectivement relèvent de la TVA en France, oui, vous devez donc soit faire du invoicing, soit faire du e-reporting. Et à partir du moment où vous devez faire du invoicing, du e-reporting, il faut nécessairement s'affilier à une PA. Seuls les PA sont en mesure d'envoyer les factures ou les reporting auprès de la PPF qui les enverra ensuite à la DGFiP. Donc oui, deux entreprises étrangères qui font des opérations relevant de la TVA en France peuvent être concernées par cette réforme. Ok, super, merci beaucoup. Et une question encore pour Lucien. Enfin, Oui. les entrepreneurs bénéficiant du régime de franchise en base et ou considérés comme assujettis, mais activités exonérées de TVA. Donc, question Oui, un peu compliquée de alors, nouveau. d'accord. Alors, la réponse a été donnée par Angela d'une certaine manière. D'accord? Si vous êtes un auto-entrepreneur, par exemple, et que vous êtes en franchise en base, en fait, vous n'appliquez pas la TVA. Vous avez droit à cette franchise en base, et vous ne déduisez d'ailleurs pas de TVA, mais néanmoins, l'État vous êtes dans le périmètre de la réforme. Vous devrez néanmoins choisir
une PA, vous y matriculez. Donc là, en l'occurrence, pour septembre, vous devez choisir une PA. Vous devez déjà choisir une PA. Voilà, immédiatement. Là. Par Très, contre, très pour bien. l'émission de vos factures, vous aurez le temps jusqu'en 27. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir surveiller aussi votre chiffre d'affaires. Si jamais vous franchissez le seuil et passez à la TVA. Très clair. J'ai une dernière question à Angela. Si une facture est rejetée par la plateforme pour une erreur technique et que nous mettons du temps à la corriger, est-ce que l'amende de 50 € s'applique immédiatement? Alors, je pense que non, parce que l'administration fait la différence entre la manque totale de factures électroniques, parce qu'on a décidé de ne pas émettre des factures électroniques, et dans ce cas, on est dans le paiement de l'amende, ou les erreurs techniques qui sont sujets aux états de facturation. Donc, on a la possibilité de, avant, rejeter la facture, après la corriger et après la renvoyer. Donc, selon moi, on n'est pas dans le cas d'un paiement d'amende si c'est ce cas-là. Merci beaucoup, Angela. Je vous Très bien. propose d'arrêter là. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Bien sûr, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous y répondrons. Et nous avons, juste pour information, un autre webinaire le 8 juillet prochain, dans moins d'une semaine. Donc, nous espérons bien entendu vous revoir là-bas. Et encore merci de votre participation à tous. Grazie a tutti per la partecipazione. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Grazie, Grazie. arrivederci. Au Merci revoir. beaucoup.